Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast La Chaise Bleue, le podcast qui s'adresse aux leaders de la transformation d'entreprise. On est présentement live au Hannover Messe 2024, le plus gros trade show manufacturier au monde. Et le podcast vous est présenté par le programme CIPEM de Prompt. J'ai le plaisir d'avoir avec moi M. Salvatore de IIoT Canada et IoT Canada et mon collègue Benoît de La Chaise Bleue. Comment vas-tu, Salvatore? Je vais très bien, merci pour l'invitation. Ben, ça me fait énormément plaisir. Puis j'ai oublié de te dire, il faut le mettre à peu près comme ça. Ah, ça c'est parfait, ça va être encore mieux. Peut-être en introduction, pour ceux qui ne te connaissent pas, Salvatore, ça serait le fun d'avoir un peu un background. Qui es-tu? Puis qu'est-ce que AIoT Canada? Puis c'est un acronyme que tu m'as fait découvrir que je ne connaissais pas d'avance, mais il est très contemporain, je trouve. Excellent. Écoute, évidemment, moi, je viens du monde de monitoring en général. Je pouvais monitorer n'importe quoi, même des logiciels, du software ou du hardware. Donc, par la suite, il y a eu ce concept de l'IoT, donc l'Internet des objets. Oui. Pour moi, c'était comme une sorte d'évolution. Donc, moi, je me sentais extrêmement à l'aise avec cette évolution-là. Mais par la suite, évidemment, l'AI, ça n'existe pas d'aujourd'hui, ça existe depuis longtemps. Montréal, en particulier, c'est un peu le hotbed. C'est une des plaques tournantes quand même. C'est une des plaques tournantes en Amérique du Nord. Donc, évidemment, on voyait ça venir avec des gros sabots. Mm-hmm. Et quand on s'est rendu compte que l'IoT génère énormément de données, c'est quoi que l'AI a besoin? De données. Donc, c'est la première stratégie à faire, stratégie de collecte de données. Là. Collecte de données et puis l'analyse de ça. Et quand on va parler peut-être tantôt, c'est quoi ce type de données-là? D'où ça vient? C'est pas juste du manufacturing, c'est pas juste des entreprises, c'est aussi du wearable. C'est toujours, dans le futur, bon, on aura des données biométriques. Oui. Donc, avec des wearables, ainsi de suite. Donc, quand on amène ces données-là, on pourra faire énormément d'analyses, des prédictions aussi là-dedans. Et donc, des meilleures décisions aussi, ou des to-do, j'imagine? Oui, et quand on a mentionné, bon, on parlait de IoT, mais puis finalement, on a dit, bien, l'AI et l'IoT, c'est un marriage made in heaven, excusez le français. C'est donc, et je dis souvent que c'est plus que la somme des parties. Ça revient 1 plus 1 égale 3, là. Exactement, peut-être même 3,5, là. J'aime ça, l'ambition, elle est là. L'ambition est là. Donc, AIoT, quand on a démarré ça il y a 5 ans, à peu près 6 ans, évidemment, qu'on y pensait, AIoT n'était pas connu. C'est pour ça, là, tantôt, on se parlait la terminologie ou le... Tu cherchais IoT, là, tu ne le trouvais nulle part. Okay. Aujourd'hui, c'est sur la bouche de beaucoup de monde et on parle de AIoT parce que Edge AI, quand on parle de Edge AI, donc l'AI qui est aux limites, dans les petits contrôleurs, dans les devices eux-mêmes, ça, c'est de l'AIoT. On le prononce mal, là, même le Embedded AI. Embedded AI, c'est le délai. C'est IoT. Là. Il faut faire une rééducation, je pense, de beaucoup de gens. Là, ça marche bien parce que maintenant, ça accroche beaucoup plus. Comme je dis, là, il y a une meilleure compréhension, une meilleure réception, et puis le monde, il parle de ça. Puis, quelle est la raison d'être? Je te laisse aller, excuse Ben, après. Quelle est la raison d'être ou la mission que vous vous donnez chez AIoT? C'est quoi la valeur Canada? Quelle est la valeur que vous apportez sur le marché? C'est qui votre client? C'est tous les acteurs qui travaillent dans ce domaine-là, dans cette technologie-là. Évidemment, nous, on focus, on a modélisé à peu près 12 domaines d'application. Ça peut être l'industrie lourde, ça peut être la construction, ça peut être healthcare, donc le système de santé, home care, donc les soins à domicile. Donc, tout ça, c'est des domaines d'application. Donc, l'AIoT, c'est assez horizontal. Et ce que nous, on a pensé de faire, c'est on avait besoin d'évangéliser un peu ces technologies-là. On avait besoin de créer l'écosystème pour donner une voix à l'industrie. Et on voulait, évidemment, notre ambition, c'est être un peu la voix de l'industrie. Talk leader, là, pour ça. Oui, et les membres qu'on a, on a à peu près 60-70 membres,
on en a certains qui sont d'assez grande envergure, comme BlackBerry, comme TELUS, comme Rogers. Évidemment, aussi la Caisse des technologies des Desjardins. Mais on a aussi des plus petits joueurs. Mais l'autre chose intéressante, c'est, j'ai parlé de Desjardins, qui est une institution financière, mais parmi nos membres, on a aussi Belgique, qui est une des plus grosses firmes légales au Canada. Pourquoi on aurait ce type-là de membres qui ne sont pas nécessairement, qui ne produisent pas des produits technologiques? C'est parce que... Ils font partie de l'écosystème, ces gens-là. Ils font partie de l'écosystème. Tu as besoin du cash, des problématiques légales, des litiges, des problèmes de compliance, conformité, des problèmes comme je dis, ton device pourrait créer une problématique fait mourir une personne, là, je ne sais pas, ou cause un accident, bien évidemment, il y aura santé, sécurité, toutes ces choses-là. Donc, avoir un contact avec les manufacturiers aussi, rentrer dans la réalité des gens, puis comprendre où ça peut s'appliquer. Il faut avoir ces contacts-là dans l'industrie. On a des gens qui créent donc de la tech, vraiment de hardware, donc vraiment quelque chose de concret. On a des gens qui créent seulement du software. Donc, mais tout ça, c'est l'écosystème. OK. Et on est actif, en ce moment, c'est au Québec. On est né, moi je suis un des cofondateurs, les 3 cofondateurs sont tous du Québec, mais on a rapidement attiré du monde des autres provinces. Donc, on est actif beaucoup en Ontario, surtout à Ottawa, qui est le Silicon Valley de Canada, et aussi à Calgary, où on a une présence assez importante aussi. D'ailleurs, vous faites partie, je pense, de la délégation canadienne aussi. Avec Engen, exactement. Qui nous a aidés à être là. Excellent, on les remercie. Pour moi, c'est la première fois, là, c'est vraiment quelque chose... Tu sais, je vais rebondir là-dessus, Salvatore, là. Dans quoi tu as commencé à travailler, toi? De où? Tu sais, là, mettons, on recule dans le temps, là, ça tombe bien avec le chapeau, on va reculer dans le temps. Tu sais, t'es quand même un porteur de l'avenir en ce moment. Tout le monde qui te parle dans l'événement depuis le début d'Hanover Messe dit « As-tu parlé à Salvatore? C'est quand il vient sur le podcast? » Tu sais, les gens aiment ça de côtoyer, là. Mais est-ce que tu as commencé dans la technologie quand tu étais jeune ou mettons, tu nous donnes un petit peu le parcours de Salvatore? Le parcours qui commence depuis Marc Anthony, peut-être. Je suis assez vieux pour ça. Je savais de l'enlever. On m'a parlé de ce casque. Non, écoute, par mon accent, je pense que vous comprenez que j'arrive d'ailleurs, mais ça fait quand même 50 ans que je suis au Canada, à Montréal. Mais j'ai toujours été passionné par l'informatique. Dans mon enfance, je pensais d'aller travailler pour une banque parce que c'est la seule place où ils avaient des ordinateurs, des mainframes. Et finalement, avec l'arrivée du PC, et puis moi j'ai commencé avec Apple, j'ai commencé avec le Commodore, j'ai donc j'ai même écrit, j'ai appris un langage machine. Et puis depuis que je suis au Canada, j'ai eu énormément de chance. J'envoie des fleurs à mon pays d'adoption parce que j'adore ce que j'ai pu faire ici. Et je pense que j'aurais pas pu faire ça ailleurs. Ils m'ont donné vraiment énormément de possibilités. Ici, j'ai fait des projets très intéressants pour le métro de Montréal, pour Hydro-Québec, des choses comme ça. Toujours dans la hard tech, là. Moi, mon champ d'expertise, c'est plus dans le monitoring. Moi, j'étais capable d'aller monitorer n'importe quoi. Là. Donc, j'ai fait et j'ai été capable de développer, par exemple, des passerelles entre des grosses plateformes qui ne se parlent pas entre eux. Donc, en connaissant plusieurs langues, j'ai pu faire des passerelles. C'est parfait, ça. C'est peut-être un niveau différent que le langage, mais c'est quand même des langages de programmation. Donc, j'ai pu faire ces passerelles-là. Donc, quand tu parles de mon cheminement, c'était dans le monitoring. Et comme j'ai parlé tantôt, le monitoring IoT, c'est une évolution, parce que moi, je trouve IoT, c'est une approche. Donc, c'est une évolution assez naturelle. L'AI, je ne suis pas un expert AI, je ne prétends pas d'être un expert AI. Un utilisateur AI un peu?
Ben, par la force des choses, tu le sais, là, je pense que tout le monde ici, on est des utilisateurs d'AI, même si on ne le sait pas. Donc, ça s'applique désormais dans la vie de tous les jours. Et j'espère que c'est une épée, une lame à deux tranchants. Là. Il faut juste... une des choses que aussi j'aimerais qu'on explique avec IoT Canada, c'est qu'on puisse utiliser ces technologies-là à bon escient, qu'on puisse comprendre les dangers, mais aussi les avantages. Les avantages sont énormes. Ils sont plus grands que quasiment les dangers. Il ne faut pas s'empêcher avec la peur des dangers. Les avantages sont tellement là. Oui. Moi, j'ai entendu tantôt, là, puis j'y crois, ça m'a allumé. Je pense que ça va être impossible de régler la crise climatique sans le AI. Puis il faut avoir des convictions. Moi, je suis un éternel optimiste, puis je me lève le matin avec le sourire, puis je sais que la vie est belle, mais il faut utiliser ces technologies-là, le AI, l'IoT, pour travailler sur la crise climatique, travailler sur plein de sujets du futur, la productivité. Donc, il faut embarquer dans cette vague-là, ça, c'est certain. Tu n'es pas le seul. Justement, hier, je parlais à table avec quelqu'un d'autre de la Nouvelle-Zélande, qui est d'ailleurs avec le pavillon du Canada. Et là, il parlait des espèces invasives. OK. En Nouvelle-Zélande. Donc, comment on règle ce problème-là? Là? Et lui, il disait, lui aussi pensait que peut-être l'AI aurait aidé. Par rapport à ça, là? C'est dans la même lignée, là. Pour identifier, regarder les meilleures décisions, prendre les meilleures mesures correctives et ainsi de suite. Moi, je suis convaincu de ça aussi. Écoute, Salvatore, avec les entreprises que vous accompagnez, le cluster un peu que vous avez fait dans ce domaine-là, lorsque vous arrivez avec vos membres chez des clients pour créer des projets, pour lever des initiatives puis amener ça en production, est-ce que dans les entreprises que vous rencontrez, il demeure encore certains paradigmes? Des conceptions un peu du passé qui aujourd'hui font beaucoup moins de sens, qui sont des bloquants ou des barrières qui ne devraient plus exister. Est-ce qu'il y a certaines choses qui reviennent des fois d'une entreprise à l'autre qui empêchent de faire les projets, mais ça ne devrait pas avoir lieu? Je vais répondre. Ce qu'on fait avec IoT Canada, évidemment, mon rôle aussi ici, c'est un peu de mettre en communication ou en relation des entreprises qui pourraient faire des projets ensemble. Donc, parce que comme... C'est des collaborations. C'est des collaborations. Okay. Comme même Bosch, qui est une entreprise, on est en Allemagne, on peut parler de Bosch. C'est une entreprise, vraiment une grosse entreprise IoT. Même les autres, ils disent, on ne peut pas faire IoT toute seule. Donc, ça prend de la collaboration. Ça prend le savoir-faire de plusieurs entreprises pour créer et pour mettre pour porter à terme un projet qui sans trop de tracas, sans trop de problèmes. Parce qu'on peut se casser la gueule et ça, c'est absolument. Arrivé. Là, pour avec les projets, ça prend de la collaboration. Ça prend l'expertise de plusieurs expertises. Donc, on ne va pas nécessairement chez des clients, mais OK, je comprends là, où positionner dans l'écosystème. Mais le point qui est amené, c'était effectivement, il y a des mythes et des perceptions de l'AI qui ne sont pas nécessairement correctes. En ce moment, évidemment, on regarde les films et puis l'AI qui prend la relève et puis il y a Terminator qui arrive et puis il nous met dans des boîtes. Et puis il nous utilise comme des batteries. Mais non, moi je ne crois pas à ça. Je suis un peu plus optimiste que ça, mais il y a quand même des dangers. Et les dangers, peut-être que moi je trouve, c'est surtout dans la privacy, donc la vie privée. Là. C'est peut-être... Intrusion privée. L'intrusion dans les données, parce que l'AI peut aller chercher des informations sans nécessairement aller fouiller dans des dossiers privés. Okay. Juste parce que tu mets ça dans Facebook, juste parce que tu postes. Qui est du domaine public, qui est du domaine un peu public. Tu promènes à l'extérieur, qu'est-ce que tu portes, le sourire que tu as, ou ainsi de suite. Exactement. Ça serait, c'est très compliqué et ça arrive. Ça arrive. Ouais. Si je voulais vulgariser ce que tu as dit, c'est juste, je vais reculer, là, je vais mettre la cassette, le reculons. C'est qu'en fait, c'est un projet AI
il y a le commercial qui doit s'impliquer autant que les clients, que les fournisseurs, que les gens à l'interne, les CEO, que les opérateurs de la business, parce qu'en fait, ça va changer, ça va avoir un impact sur AIoT, excusez, mais il va avoir AIoT, il va avoir il y a un impact sur toute la chaîne de valeur finalement. C'est pas des projets en silo, des fois c'est des technologies de rupture aussi. En voulant dire que ce que tu faisais avant, tu vas pas utiliser le AIoT pour le reproduire. Tu vas faire mieux avec des technologies qui vont réduire la dépendance envers des gens à plein d'aspects de non-valeur ajoutée qu'à l'époque, on appelait ça les gaspillages. Aujourd'hui, les gaspillages, c'est plus juste de la recherche d'informations puis de la retranscription de données, c'est même de la génération de contenu. Oui, et tu as complètement raison. Et je pense que tu es en train d'aller avec ce raisonnement-là. C'est AIoT, IoT, AI et IoT encore plus, c'est des technologies de rupture, comme tu as dit, mais moi j'appelle ça en anglais, évidemment, là, ça sonne mieux, enabling technology. Ouais. Ça permet de faire des choses que tu ne pouvais pas avant. Moi, dans mon parcours de monitoring, chaque fois, je devais faire des tableaux de bord qui étaient à chaque fois réinventer la roue. Oui. Là, aujourd'hui, on ne fait plus ça. Là. Ça existe. C'est ça. La roue, elle existe. Là. On la réinvente pas. Par contre, on peut faire des roues maintenant qui peuvent marcher sur la Lune. Je dis des choses peut-être pas nécessairement. C'est des métaphores qui ne marchent pas tout le temps. mais effectivement, on peut faire des choses maintenant qu'on ne pouvait pas faire. On ne part pas de zéro. On a déjà quelque chose de fonctionnel qu'on peut constamment améliorer. Puis enable des nouvelles prises de décision, des nouvelles valeurs, et ainsi de suite. La prise de décision, l'AI, comme tu sais, là, ça va aider énormément dans la prise de décision. On parle, moi je pense que c'est surtout qu'il pourrait avoir un énorme impact. Moi je suis biaisé un peu sur un aspect de l'AI appliqué aux soins à domicile. OK. À cause du démographique qu'on va avoir en Amérique du Nord, un peu partout sur la planète, en effet. Mais en Amérique du Nord, on va avoir un défi énorme en termes démographiques. Le monde il vieillit. Juste les médecins généralistes pour rencontrer les gens, pour donner les prescriptions, faire les suivis de la condition physique, la condition mentale. Il faut augmenter la productivité de ces médecins-là aussi. La productivité et l'efficacité. Qui vont hand in hand, comme on dit, main dans la main. On sait très bien, le système de santé, combien ça coûte. Et ça va coûter de plus en plus. Comme le système d'éducation, comme le système de l'économie. Oui, mais comme le système des transports. Le système de transport, mais à cause de la population qui vit. Veut pas, là, quand on est plus vieux, on a plus de problèmes de santé. Puis vous êtes on est plus nombreux, plus vieux que plus jeunes. Là, exactement. Pour supporter. Oui, on va avoir un problème en 2030. Là, les gens en haut de 65 ans, là, ça va être comme, on parle de 35 %. C'est énorme. Et la population qui travaille et qui génère et qui doit supporter cette population vieillissante, il va diminuer. Donc, qu'est-ce que c'est qu'on peut faire? Pour moi, personnellement, je pense qu'il y a des technologies déjà actuelles. Il faut juste faire du packaging, il faut créer des services basés sur ces technologies-là pour un peu alléger le système de santé. Absolument. Surtout, je ne parle pas nécessairement des hôpitaux, là, parce qu'il y a tout un aspect dans ce domaine-là, mais je parle dans le home care, donc les soins à domicile. J'avais regardé des statistiques, ça fait quelques années. Si on garde une personne en résidence ou CLSC, par exemple, ça coûte à l'État à peu près 85 000 $. Si on garde la même personne à la maison, avec les mêmes services, ça va coûter sur les 12-15 000.
c'est aberrant. C'est presque une ordre de magnitude de différence. Et si on prend puis si on prend l'indice de bonheur de cette personne-là, la qualité de vie. La qualité de vie, en plus du coût pour l'État, c'est comme, ça devient exponentiel, le bénéfice à amener ça. Mais... Exactement. Donc, avoir une qualité de vie à la maison, même pour les personnes qui ont des problématiques, même cognitives, ça serait, si on peut alléger les préposés qui vont aider les personnes âgées, là, je veux dire, il y en aura toujours moins, ou en comparaison, là, il va y en avoir moins pour la masse des gens âgés, des aînés. Donc, il faut les aider, là, il faut être plus efficace. 100%. Donc, l'IoT, avoir des tu sais, mais on parlait, je pense que c'était hier qu'on parlait un peu des problèmes. Il y a beaucoup de chutes à la maison. Il y a beaucoup de morts à cause des chutes à la maison. Là. Et même si tu as des boutons paniques, des fois la personne n'a pas conscience. Tu ne peux même pas cliquer là-dessus et puis il faut que tu l'ailles sur toi. Aujourd'hui, il y a des devices qu'on accroche sur le mur et peut détecter si la personne est tombée. Même une Apple Watch, je pense. Il y a des caméras Quelqu'un tombe à terre, il peut avoir un message automatique sur l'Apple Watch. Oui, bien sûr, mais l'Apple Watch, il faut que tu l'ailles sur toi. Oui, absolument, c'est vrai. Oui, j'ai vu aussi de la vision caméra aussi. Là, c'est pas dans tous les pays qui acceptent ça, là, de filmer les gens dans leur propre maison. Là. Absolument. Et il y a quand même des méthodes pour utiliser la vision. On peut dépersonnaliser ce qu'on filme jusqu'à un certain point. Et la vidéo, on change. L'AI peut changer la personne en stick figure, comme on dit, là, fait avec des lignes. Okay? On peut savoir comment il bouge. Par le son, on peut avoir des micros et par l'AI, par le son, on peut avoir des informations, comment la personne commence à boiter, par exemple. Et donc, savoir si ce matin-là, cette personne-là a plus de problèmes à marcher, par exemple. Des choses comme ça. On peut savoir si la personne a toussé toute la nuit. Et donc, le préposé qui arrive une fois par semaine a déjà cette information-là. Puis avec le AI dans le IoT, on peut prendre une décision, on peut prévenir, on peut alerter. Même prévenir, c'est fou, là. Et analyser à long terme pour avoir... Y a-t-il un livre que tu penses que tout le monde devrait avoir lu, ou une conférence ou un film, que c'est un fondamental? Là, ça permet peut-être de comprendre soit une industrie ou comprendre une façon, une philosophie de pensée, ou que tu permettrais aux gens, prenez le temps de lire ça une fois dans votre vie. Ça t'a fait réfléchir sur ta philosophie de vie, ta façon de percevoir la réalité. Benoît Nicolas, prenez le temps de lire ça, puis on en reparlera dans 2 mois, là, exemple. Depuis que j'étais tout jeune, moi, j'ai peut-être lu, je sais pas, 20 000, 30 000 livres de science-fiction. Wow. Okay? Juste chez nous, là, j'ai peut-être 1000 livres de science-fiction. Wow. Okay? En livre, sans compter ceux qui sont électroniques. Donc, c'est difficile pour moi de choisir. Parce que moi, j'aime penser à la technologie. C'est peut-être ça qui a un peu formé ma vision. Là. C'est la technologie par elle-même. C'est un peu artificiel. Ça ne sert pas à grand-chose. It's a firework. Mais appliquer, qu'est-ce que c'est l'impact? Par exemple, si on parle d'une histoire de quelqu'un qui a inventé l'automobile, moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi l'impact que l'automobile a eu sur la société, plutôt que savoir quelle sorte de moteur qu'il y a la voiture. C'est drôle ce que tu dis. Quand j'ai lu la biographie d'Henry Ford, il disait que quand il a présenté la voiture, les gens, en fait, lui, il présentait même une solution pour éliminer les excréments dans la ville de New York, là, où je ne sais pas quelle ville. Puis, tu sais, c'est fou parce que quand il est allé le présenter, les gens ont dit, ben non, on va juste rajouter plus de chevaux pour ramasser les excréments de chevaux, puis on va faire comme la run des vidanges avec des chevaux. Fait qu'en fait, il y avait encore plus d'excréments par terre. Ça a pris 10 ans avant qu'il adopte une voiture pour ramasser les vidanges. Mais tu sais, c'est fou. L'innovation était là, l'invention était là, l'ingénierie était là, mais l'innovation ouverte, là, le changement de culture, l'adoption a pris 10 ans.
Aujourd'hui, la différence, je pense, c'est que ça prend plus de 10 ans d'adopter une technologie, mais ça brise des modèles. Il y a des gens qui meurent. Là, les pages jaunes, ça a été rapide. Là, entre tantôt, on parlait justement. Avec Julien Bilot, là, des pages jaunes, anciennement CEO des pages jaunes. C'est fou de penser à ça. Pour terminer le podcast, Salvatore, ça serait le fun. Benoît, tu avais le casque tantôt. Je me suis dit, je parle pas du casque. Je vais voir, moi, tester combien de temps qu'il va le garder sur sa tête sans rien dire. Je voulais pas l'amener là pour qu'il le garde le plus longtemps possible. Écoute, ça serait le fun peut-être d'avoir une petite explication. Pourquoi est-ce que tu as amené ce casque-là au Hanover Messe dans votre booth au AIoT Canada? Malheureusement, je n'ai pas toutes les infos de l'entreprise qui a créé ça. C'est un casque qui a été imprimé tout en 3D. Évidemment, en différents morceaux. Là. Oui. C'est en métal, ce n'est pas en plastique. Assemblé par robot? Non. À l'intérieur, il y a du de leather, donc de la peau là, pour éviter que ça fasse mal. Mais c'est tous des morceaux en métal et il y a aussi des polymères, évidemment, parce que tout est imprimé en 3D. Le métal est imprimé 3D. Là. Puis, mais pas les peintures. Même la peinture? Oh, wow! J'imagine. Ça peut-être, il y a des petites choses peut-être qui ont été ajoutées par la suite. Mais ça, c'est une reproduction d'un casque de helmet. Un casque. Un casque. C'est pour ça qu'il y a des éléments égyptiens là-dedans, même si le casque est romain. C'est parce que c'était un don de Cléopâtre à Marc-Antoine. Il y a eu un certain, peut-être, un fling, quelque chose entre les deux. C'est quand même un beau cadeau, là. C'est un casque de cérémonie, évidemment. Là, c'est pas pour aller faire des batailles, mais c'est vraiment de cérémonie. Donc, c'est pour ça il est magnifique en passant. Là. Ceux qui ne voient pas en personne, là, c'est une pièce incroyable. Là. Ils m'ont dit, je ne sais pas si je peux le dire, mais écoute, comme ma belle-mère, ça. Too bad, là. Me donnera il me tapera sur les doigts après, mais apparemment, l'entreprise qui a fait ça, ils sont en train de faire les pins pour 2025, pour la Hanover Messe 2025. On va tout avoir Canada, une pin l'année prochaine. Le Canada qui sera le partenaire officiel. Là, c'est Norway, je pense. Aujourd'hui, c'est la Norvège et l'année prochaine, c'est le Canada. Donc, la présence, ça sera pas mal plus importante. Et cette entreprise-là est en train de faire les pins officiels pour l'année prochaine. Qu'est-ce qui fait que cette entreprise-là ou ce produit-là, le mix des technologies, se prête à IoT Canada? C'est différents partenaires avec qui vous avez collaboré pour les aider à s'hybrider dans leurs services? Non, comme je dis, là, c'est ça, j'ai découvert ça ici. Là, je sais qu'on l'avait dans le boot. Toi, tu as pris ça, là, tu as couru. Moi, j'ai couru après toi là, pour garder la possession du casque. Faut faire attention avec moi, là. Mais c'est ça, là. Je veux dire, j'ai pas toutes les infos, malheureusement, parce que vraiment, c'est impressionnant et j'aurais aimé leur faire plus justice à ce... Mais quand même, ils se font justice eux-mêmes par la beauté du casque. Par le casque. Écoute, Salvatore, dernière question. Je te laisse aller après parce que là, on va te prendre beaucoup de temps quand même, là. Un des grands sujets de l'heure, je pense, pour les manufacturiers est de mieux collaborer entre eux. Appelons ça de plusieurs niveaux du social manufacturing, comme tu m'avais montré comme terme, Ben. Récemment, il y a l'hybridation des services. Je pense que dans votre raison d'être, vous faites du maillage entre deux entreprises pour que le 1 plus 1 égale 3,5. Donc, pour que deux entreprises parviennent à bien collaborer, cohabiter dans un écosystème d'un produit et service, est-ce que tu as, Salvatore, des trucs, des façons de faire, des rituels que les entreprises devraient entretenir entre elles pour livrer un seul produit unifié ensemble? Comment qu'on s'y prend? C'est souvent un défi pour les entreprises de pas juste avoir une lune de miel, hey, on fait un projet, ça dure 2 mois, mais comme avec nos femmes, de faire perdurer ça, cette flamme-là, puis ça se poursuive, ça soit périn. Est-ce qu'il y a des trucs? Je suis un idéaliste, donc j'aimerais que ça se fasse naturellement. Oui, mais c'est pas le cas. La réalité, c'est que, évidemment, c'est toujours, est-ce qu'il y a un projet qui peut faire intéresser les entreprises, ceux qui sont embarqués dans ce projet-là.
Mais tu as bien dit, c'est ça le rôle qu'on aimerait avoir, c'est essayer de faciliter ce maillage-là. Oui, d'être des matchmakers, si on veut. Et je pourrais peut-être parler d'une petite affaire qui s'est arrivée, ça fait quelques mois. On est en train d'écrire un MOU, par exemple, avec la Chambre de commerce du Canada en Italie. Okay. Mais pendant qu'on fait ça, ils m'ont demandé, il y a une entreprise italienne qui doit répondre à un appel d'offres, mais ça marcherait avec une entreprise canadienne. Moi, j'ai mis cette entreprise-là en communication avec un de nos membres, que je pensais que ça aurait matché les compétences. Et là, justement, ça fait quelques semaines, le membre de notre Canadien de AOT Canada, il m'a dit, oui, on continue. On est en train de continuer à faire de la business, à répondre avec cette pour faire l'appel d'offres avec eux. Là. Oui, je pense qu'ils ont répondu, ça a marché, ils sont en train de faire autre chose. Oh, OK. Donc moi, c'est parfait, là, c'est ça que j'aimerais faire. Et mon rôle ici, je n'ai pas de produits à vendre, je ne suis pas un manufacturier, mais je suis ici avec le chapeau AOT Canada pour essayer de peut-être marier peut-être des entreprises qui font partie de mon réseau, là, de mon membership, et je pense qu'il y a beaucoup de avec chances... qui est-ce qu'il devrait parler ici? Là? Oui, et pas nécessairement des entreprises allemandes. Moi, on était dans une délégation canadienne. Il y a beaucoup de gens du Canada. Moi, il y a des gens de plein de pays. Il y a la Hongrie qui est à côté. J'aimerais que ça se fasse, même entre des Canadiens, là, même quand on retourne au Canada, là, qu'il y ait une coopération peut-être entre différents membres. Salvatore, tu me donnes l'exemple de cette entreprise-là italienne et celle de Montréal ou canadienne qui ont collaboré ensemble. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils ont fait de vraiment bien pour pouvoir collaborer ensemble? Y a-tu un... Dans ce cas-là, moi, je pense que c'était simplement un bon match. Juste un bon match. Il y avait un business model, il y avait une complémentarité très forte au niveau des compétences. Exactement. Okay. Fait qu'il faut trouver la bonne personne, la bonne entreprise avec qui trouver un match pour augmenter notre modèle d'affaires. Puis naturellement, d'une manière peut-être idéaliste, mais j'y crois aussi, les choses vont coller ensemble. La structure collaborative va venir qu'à se développer naturellement au fur et à mesure des discussions et de l'avancement du projet. Exactement. Et c'est pour ça qu'on est en train aussi de créer des initiatives comme le mapping de l'industrie. Tout le monde parle de mapping de l'industrie. Essayer de comprendre c'est quoi les compétences qu'on a. Qui fait quoi? Au niveau canadien, tout ça, là, dans les IoT en particulier. Et, on a un projet de parler après, Salvatore. Oui, mais c'est ça. Il y en a beaucoup qui essaient de faire ça. Là, je pense que vous autres aussi, vous avez... réfléchi là-dessus. Et on a aussi des initiatives de créer ce qu'on appelle des expert panels, un peu des SWAT teams d'expertise que les entreprises pourraient utiliser chez nous. Okay. On pourrait donner même des heures gratuites et puis éventuellement, ça peut accouler des projets là, à partir de là. Bien, écoute, Salvatore, ça donne foi en ce qui s'en vient. Merci de ton implication dans le domaine, de continuer à mettre de ton temps, de tes compétences, de ta passion, de ton énergie. Ben oui, c'est le fun. Merci de continuer à t'impliquer. Oui. Moi, je trouve ça génial, je trouve ça beau. Je souhaite un jour à l'art, je vais y arriver éventuellement à ce niveau de sagesse-là, je pense, mais de continuer à être actif dans l'industrie. Moi, je demande rien de mieux. Fait que je trouve ça vénérable. J'adore. Merci beaucoup d'être passé, Salvatore. Oui. Merci pour la démonstration aussi.